Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast proposé par Popex. Aujourd'hui, nous allons discuter des médias numériques, des réseaux sociaux et du fonctionnement des algorithmes. Avec moi, Jérémy Hammers, chargé de cours à l'Université de Liège, directeur de l'unité de recherche Traverse et l'un des créateurs du site internet Démontage, au pluriel, proposant des ressources pour l'éducation aux médias, mais de façon un peu différente de ce qui est mainstream. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Plongeons dans le vif du sujet. Jérémy, nous en avons déjà discuté ensemble par le passé. Selon toi, pour comprendre les réseaux sociaux, il faut avant tout interroger leur modèle économique. Pour comprendre les réseaux sociaux, je crois effectivement qu'il faut d'abord bien comprendre quels sont les intérêts des opérateurs et des sociétés privées qui les mettent en place, qui les distribuent, les animent, les régulent. Et là, le modèle économique, si il fallait trouver un commun dénominateur aux principaux réseaux sociaux, ou réseaux sociaux numériques, comme on les appelle, qu'on connaît, qui nous concernent, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube aussi est un réseau social techniquement parlant, même Snapchat ou Twitter, mais leur modèle économique avec des variations bien entendu est bien celui qui vise à une rentabilité maximale, notamment tout simplement par la mise à disposition ou la vente d'espaces publicitaires. C'est très très clairement le cas pour Facebook. Sur Facebook, on peut acheter des pages, on peut acheter des publications. On peut aussi acheter le droit de faire diffuser de la publicité de façon extrêmement ciblée. Et c'est là que les réseaux sociaux numériques sont évidemment très efficaces pour le marché de la publicité. C'est-à-dire qu'ils peuvent garantir à leurs clients qu'ils vont pouvoir orienter leur publicité ou leurs annonces publicitaires vers des potentiels acheteurs ou des potentiels nouveaux clients à conquérir, quoi. Mais globalement, effectivement, le modèle qui régit la plupart de ces réseaux sociaux numériques est bien celui de la rentabilité via notamment la vente d'espaces publicitaires ou via la vente de données concernant les utilisateurs de ces réseaux à destination de sociétés privées, encore une fois d'annonceurs intermédiaires, etc. Ce qui a un impact immédiat pour qu'on comprenne bien la logique aussi de base de tout ce qui est algorithme aussi, dont on reparlera tout à l'heure, c'est qu'au fond, le premier intérêt d'un réseau social, son premier but, c'est de maximiser le temps que l'on va passer sur la plateforme, sur le réseau, à échanger avec d'autres ou tout simplement à visionner de façon plus passive une série de productions. Donc il faut vraiment se rendre compte que dès qu'on se connecte à un réseau social, le premier but, et c'est vers ce but que convergent toutes les recommandations, aussi on va dire l'énonciation éditoriale qui est mise en place, le cadre formel dans lequel on se trouve, converge donc systématiquement vers cette maximisation du temps qu'on va passer sur le réseau en question, sur la plateforme en question. Plus on y passe de temps, plus on va potentiellement passer de temps soit à fournir la plateforme avec des informations qui pourront être intéressantes pour de potentiels annonceurs ou vendeurs, soit à passer du temps devant les publicités elles-mêmes, comme c'est le cas sur Facebook. Je veux dire, aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de passer 1 heure à scroller sur Facebook sans être confronté à une multitude de publicités, ne fût-ce qu'en encart dans la marge de droite. Dans quelle mesure ce modèle économique est différent par rapport aux médias traditionnels, des journaux, des chaînes de télévision, qui, eux aussi, vont vivre de la publicité ? Il faut d'abord rappeler qu'il fut un temps, pas si lointain, où les médias traditionnels, et notamment la télévision, n'étaient pas des lieux d'annonces publicitaires. Tant que le paysage médiatique, mass médiatique, était essentiellement occupé par des opérateurs publics, c'est-à-dire presque subsidiés à 100%, la question même de la rentabilité par la vente de plages publicitaires n'était pas à l'ordre du jour. Et c'est un phénomène une dynamique qui s'est mise en place progressivement avec l'arrivée, parfois très progressive selon les pays, d'opérateurs privés. Très clairement, pour prendre l'exemple belge, la RTBF en tant que chaîne de télévision a dans le giron en fait de l'organisation très coûteuse de l'Eurovision, je ne sais plus, en 86-87, s'est progressivement lancé dans la publicité, d'abord en contournant un peu l'interdiction même de la publicité, en passant plutôt par le principe du sponsoring de certains programmes, etc.
avant finalement de s'ouvrir au marché de la publicité comme presque n'importe quelle autre chaîne d'opérateurs privés. Avec l'arrivée de ces opérateurs privés, dont le modèle économique était très différent, qui n'était que très partiellement subsidié, on a assisté à l'explosion du marché même de la vente de l'espace publicitaire. Et donc on a assisté aussi, ça a eu un impact très très clair sur la politique éditoriale de ces opérateurs mass médiatiques, puisque désormais il est très important de faire de l'audience, de faire de l'audimat, de concevoir une grille programme de façon à ce que le spectateur ne zappe pas, ne passe pas chez le concurrent, reste donc toujours, on dirait aujourd'hui connecté, même si c'est un anachronisme total, à cette même chaîne, pour qu'il continue à consommer un maximum de publicité. L'audimat avait presque un impact direct sur le prix auquel un opérateur privé pouvait vendre un espace publicitaire. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'une plage publicitaire à 20h avant un grand événement pouvait coûter jusqu'à 10 ou 100 fois plus cher qu'une plage publicitaire vendue à 11h du matin lors d'une période de moindre audience. Donc au point de départ, on a des médias qui ne vendent pas des espaces publicitaires, puis l'arrivée des opérateurs publics change complètement la donne, ce qui a évidemment un impact sur le programme, sur la conception même des grilles programmes. Et à partir de ce moment-là, effectivement, un des buts principaux d'une chaîne de télévision devient l'audimat, devient l'audience, et elle va donc essayer de favoriser, dans les limites du cadre légal, parce qu'il y a quand même aussi des contraintes légales, mais elle va essayer de favoriser, de maximiser le temps que le spectateur va passer devant sa télévision et ne va pas passer à la concurrence ou tout simplement éteindre son poste de télévision. Entre-temps, on sait que les choses sont beaucoup plus complexes parce que le rapport à la publicité, on l'a étudié entre-temps, et c'est pas parce qu'on passe du temps devant une publicité qu'elle va être efficace. C'est même pas sûr qu'on s'engage dans le même type d'attention quand on bascule vers des plages publicitaires, etc. Mais au point de départ, c'est très clairement comme ça que cela se passe. Et puis, avec l'arrivée d'une série de plateformes, mais focalisées sur le marché de la télévision, la plus célèbre étant Netflix, le modèle économique va encore changer, puisque là, en fait, on va essayer surtout d'offrir une palette de programmes qui pourraient, d'une part, convenir au plus grand nombre. C'est ce qu'on a avec des programmes qui font énormément d'audience, c'est-à-dire qui sont vraiment visionnés par un très très grand nombre de spectateurs, notamment dans le domaine des séries télévisées. Alors on a le cas, il y a 2 ans je pense maintenant, de Squid Game. Un peu avant, on a eu l'exemple quasi historique de La Casa de Papel, voilà des grosses locomotives de vente. Et puis alors, l'autre but de ce type de plateforme, c'est d'offrir aussi toute une série de programmes pour des publics beaucoup plus ciblés. Dans les 2 cas, Netflix ne vend pas réellement de plages publicitaires à des annonceurs publicitaires, puisque là, son modèle économique est avant tout fondé sur la rentabilité même de l'abonnement, de l'achat sur la plateforme elle-même. Ce qui va complètement changer avec les réseaux sociaux numériques, c'est que bien sûr on reste pour une part d'entre eux dans le principe même de la vente d'un espace publicitaire, donc de la mise à disposition d'un réservoir d'acheteurs potentiels, de spectateurs ou d'internautes. Simplement, la grande révolution qui arrive très très tôt, dès les premières années du Web 2.0, va être que les réseaux sociaux vont disposer de toute une série d'informations beaucoup plus précises au sujet de leur usagers, utilisateurs, internautes, ce qui est très très différent évidemment de la télévision, où en fait on avait, si je simplifie un peu, comme seule possibilité que quelqu'un regarde un programme ou qu'il ne le regarde pas. On ne savait pas, on ne connaissait pas les raisons pour lesquelles il ne regardait pas, on ne savait pas nécessairement, sauf grâce à des dispositifs très précis, mais assez lourds techniquement, combien de temps il restait effectivement dans ce programme. On ne savait pas ce qu'il allait regarder après son émission favorite, ce qui aurait donné des informations sur le profil du client potentiel qu'il pouvait être. On ne connaissait pas nécessairement son âge, on ne savait pas s'il avait regardé un programme en compagnie de quelqu'un et éventuellement en compagnie de qui. On ne sait pas avec qui il avait discuté pendant ou après du programme en question, etc. Tout ça, les réseaux sociaux numériques sont capables de le fournir comme information. Ce qui veut donc dire que l'annonceur publicitaire, selon les contrats qu'il passe avec certaines plateformes socio-numériques, va disposer en fait d'une quasi-garantie d'un ciblage de son annonce publicitaire. Ce qui peut aller jusqu'au micro-ciblage, qui est alors
aujourd'hui utilisé peut-être davantage dans le cadre de la propagande politique, enfin, ou de la publicité dans un cadre électoral, mais on peut très bien promettre à un annonceur publicitaire que sa publicité touchera principalement, imaginons un vendeur de barbecue, principalement les personnes qui auraient le plus de chances actuellement, à un moment donné, d'être tentées par l'achat d'un barbecue. Ce qui quelque part, augmente de façon radicale l'efficacité de la publicité. Parmi les outils visant à maximiser notre présence sur les plateformes et triant toutes nos données recueillies, les algorithmes sont pointés du doigt. Mais avant d'aller plus loin, pourrais-tu nous expliquer ce qu'est un algorithme et concrètement, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, un algorithme, on va dire que c'est un terme qui désigne un processus. En réalité, c'est un mot qui désigne un processus qui est un processus complexe et que l'on peut traduire en une formule mathématique. En réalité, l'algorithme est la combinaison d'une multitude de formules mathématiques. Mais s'il fallait vraiment le résumer à une phrase, on pourrait dire que l'algorithme est un processus ou une opération sans opérateur, en quelque sorte. C'est-à-dire c'est une réaction que peut produire une machine qui relève principalement de l'intelligence artificielle et qui, en croisant toute une série de données, va produire une réponse qui indiquera, et c'est une réponse strictement informatique, avant on aurait dit automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience humaine là derrière, mais qui est une réponse qui donnera des informations quant au comportement probable d'un internaute en ligne. On voit que dès qu'on essaie de définir l'algorithme, en fait, on bute sur une complexité radicale qui fait aussi que l'algorithme aujourd'hui suscite énormément de fantasmes, énormément d'appels à la transparence, appels à la transparence auxquels répondent parfois les opérateurs privés eux-mêmes. Aujourd'hui, toute une série de gros réseaux sociaux ont leur propre Transparency Center, qui est destiné aux usagers, et dans lesquels ils semblent expliquer comment fonctionne l'algorithme. En réalité, l'algorithme, on ne peut pas le rendre transparent, pour deux raisons. Premièrement, c'est d'une complexité foudroyante au niveau de sa conception mathématique. Deuxièmement, l'algorithme est au fond un processus qui ne cesse d'apprendre. Et c'est là qu'il rejoint aussi le principe général de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle opération qu'il effectue, à chaque information qu'il reçoit, il va s'améliorer. Ce qui veut dire en fait que les concepteurs même d'un algorithme ne savent à ce stade-ci plus souvent comment il fonctionne parce qu'en fait il s'est enrichi. Tout ce qu'ils ont conçu au point de départ, c'est un principe de fonctionnement de base. Ils ont en quelque sorte développé un processus, une série de réactions types qui peuvent être modélisées par des formules mathématiques dans un but qui lui est très clairement voulu par des êtres humains. C'est-à-dire qu'un algorithme aura bien toujours un but. Si on simplifie très fort, l'algorithme ou ce qu'on appelle l'algorithme général de YouTube a un seul but, encore une fois, c'est de maintenir l'usager un maximum de temps sur la plateforme, devant son écran. Et comment fonctionne cet algorithme pour que toi ou moi, nous restions plus longtemps devant notre écran sur YouTube ? Donc en fait, l'algorithme va systématiquement essayer de comprendre ce qui nous ferait rester en ligne plus longtemps. C'est-à-dire, encore une fois, je passe par une série de simplifications, mais grosso modo, qu'est-ce qui va nous faire plaisir? Qu'est-ce qui va attirer notre attention? Qu'est-ce qui va faire qu'après avoir visionné une vidéo, on aura éventuellement envie d'en visionner une autre? Et surtout, laquelle? Du coup, laquelle aura le plus de chances de nous maintenir en ligne et donc aussi de faire de nous de potentiels spectateurs d'annonces publicitaires, puisque on en revient au modèle économique dont on parlait tout à l'heure. Alors concrètement, comment est-ce qu'il fait? Contrairement à ce qu'on a parfois un peu fantasmé, y compris certains opérateurs de l'éducation média ont d'abord exploré cette piste-là, contrairement donc à ce qu'on a parfois dit, l'algorithme ne sait à peu près rien des individus que nous sommes. Il n'essaye pas, pour chaque utilisateur de YouTube, d'ailleurs ce serait une opération gigantesque, d'établir un profil précis. D'accord ? Il n'essaye pas de savoir que François Debras, si on veut le garder devant son ordi, vu qu'il a tel âge, vu que c'est un individu de sexe masculin, vu qu'il est chercheur en sciences politiques, qu'il a par ailleurs un podcast et qu'il est dans telle année de sa thèse et qu'il a une compagne et ou des enfants, etc., aura tendance à rester sur YouTube si après une vidéo on lui propose une autre. Ça, ce n'est pas comme ça que fonctionne l'algorithme. En réalité, l'algorithme fonctionne sur la base d'un établissement de
ce qu'on appelle les profils de prévisibilité. Si je devais le décrire de façon un peu simplifiée, je dirais qu'en fait, à chaque opération que nous effectuons sur un réseau social, sur une plateforme, je prends ici le cas de YouTube, qui est d'une part la plateforme le plus puissant algorithme, mais en même temps dont le fonctionnement est relativement simple. Après, il y a des variations. Mais donc, à chaque opération que nous effectuons sur un réseau social, nous donnons des informations à la machine, qui va en fait non pas nourrir un profil détaillé de la personne que nous sommes, mais nourrir un profil type. C'est-à-dire qu'il va en fait associer notre comportement à des comportements similaires d'autres usagers de la plateforme. Et en associant ces différents comportements, qui sont au fond les résultats d'opérations que nous effectuons, quelle vidéo ai-je choisi d'abord, quelle vidéo ai-je décidé de visionner ensuite, il va progressivement établir donc ces fameux profils de prévisibilité en se disant que si François Debras a visionné telle vidéo, que quelqu'un d'autre ailleurs sur la planète a visionné la même vidéo, que par ailleurs ils ont toute une série de points communs, par exemple au niveau de leur profil privé en général, eh bien en additionnant, et là je le fais avec 2 personnes, mais en réalité ce sont des millions de personnes, et la machine recalcule en temps réel en permanence nos comportements, donc si ces 2 personnes ont fait un premier choix similaire, qu'ils ont par ailleurs des situations dans leur vie qui sont similaires et des comportements similaires sur les réseaux sociaux, alors il y a beaucoup de chances que la vidéo qui incitera François Debras à rester en ligne après son premier visionnage soit peut-être la même que cet autre utilisateur. Et encore une fois, là, je prends 2 personnes pour simplifier les choses, mais ce sont des millions d'usagers et des milliards d'opérations en temps réel qui sont ainsi processées par la machine. Donc, encore une fois, il faut vraiment insister sur ce point. La machine ne connaît pas nécessairement, au fond, je veux dire, c'est pas son problème. Elle n'établit pas pour chaque usager un profil type auquel elle va essayer de s'adapter, mais elle va collationner, compiler, croiser, monter ensemble, recouper chaque information que nous lui donnons pour établir ces profils de prévisibilité qui vont lui permettre de nous recommander une vidéo qui va peut-être, probablement, nous inciter à rester en ligne. Si l'algorithme est un processus mathématique, il est neutre, nous pourrions dire. Mais la personne qui le code, lui, il a des intentions, des objectifs. Nous avons déjà abordé la question du modèle économique. Mais d'un point de vue idéologique, quels sont les profils mis en avant ? Okay. Il y a plusieurs questions dans cette question. C'est évidemment le point qui concentre toute une série de recherches depuis... En tout cas, les recherches qui sont toujours pertinentes aujourd'hui, depuis 2016-2017, on s'est beaucoup intéressé aux algorithmes et notamment à ce qu'on a considéré comme leur orientation idéologique. Au fond, il faudrait répondre à cette question en faisant la distinction entre différents algorithmes et différents réseaux sociaux numériques. Mais on peut quand même dégager une série de principes de base qui valent presque pour tous les algorithmes aujourd'hui. En tout cas pour ceux des plateformes ou des réseaux sociaux les plus en vue, les plus utilisés, les plus pratiqués. Premièrement, la plupart des conceptions à l'origine d'algorithmes ont comme but principal la maximisation du temps que nous allons passer c'est là qu'on rejoint le modèle économique, sur une plateforme ou sur un réseau social donné. Il n'y a pas à ce stade-là d'autre orientation idéologique si ce n'est celle-là. Donc, au niveau de la conception originelle, on ne peut pas prétendre que des concepteurs d'algorithmes aient favorisé d'emblée, dans la conception même de la modalité de calcul ou du process, une orientation idéologique plutôt qu'une autre. Ce qu'on constate, c'est le point de départ, ce qu'on constate à l'arrivée aujourd'hui dans toute une série de recherches, c'est que sur bien des réseaux sociaux, les traitements de droite et surtout d'extrême droite de certains faits d'actualité sont manifestement favorisés par l'algorithme. Mais ça, on a pu, en quelque sorte, l'objectiver grâce à une série de recherches qui sont souvent des recherches empiriques extrêmement complexes. Le principe, que je simplifie encore une fois, est le suivant. On programme en fait toute une série de machines, donc ce ne sont pas des êtres humains, pour bombarder, admettons, YouTube d'une série de requêtes, donc par exemple de mots-clés, de recherche. Donne-moi une vidéo sur, je sais pas moi, le masque en période de pandémie. Et on va enregistrer systématiquement les réponses que donne la machine. C'est ce qu'on appelle le reverse engineering. Donc on essaye en fait de déduire des réponses de la machine
à reculons en quelque sorte le fonctionnement même de l'algorithme. Et ce qu'on a pu constater dans ces recherches, grâce à ces recherches-là, c'est que non seulement le contenu de droite ou d'extrême droite peut, dans les réponses apportées par la machine, être favorisé dans bien des cas, c'est-à-dire être plus visible que des réponses, je reproduis ici un spectre politique simplifié, mais que des réponses du centre ou de gauche ou de l'extrême gauche. Donc effectivement, il y a une visibilisation plus grande de ces contenus sur toute une série de réseaux sociaux mainstream aujourd'hui. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est que à partir du moment où ma requête n'a pas d'orientation idéologique précise et que les premières réponses de la machine m'orientent vers un contenu de droite, eh bien, très vite, je vais aussi basculer dans des contenus qu'on peut considérer comme appartenant plutôt à la nébuleuse d'extrême droite sur les réseaux sociaux. Beaucoup plus vite, dans ce cas-là, je basculerai vers un contenu d'extrême droite que si la réponse à ma première requête me renvoie vers une réponse qu'on pourra qualifier de progressiste, de gauche ou de centriste, où là, le temps qu'il me faudra pour arriver à un contenu d'extrême gauche sera beaucoup plus long. C'est-à-dire on devra passer par beaucoup plus de recommandations et de bifurcations avant d'arriver à un contenu d'extrême gauche. Ça, c'est une première chose qu'on a constatée. Peut-être qu'avant cette réponse déjà un peu complexe, j'aurais dû préciser aussi que d'un point de vue statistique aujourd'hui, les réseaux sociaux sont beaucoup plus occupés par des éditeurs et des organisations, je ne parle pas des individus ici, mais donc des entités de droite et d'extrême droite, que des entités de gauche et d'extrême gauche. Ça, c'est un fait statistique qu'il faut interroger aussi et qui peut peut-être éventuellement nous conduire à nous poser de la question de la connivence particulière qu'il y aurait entre le format court, le format rapide, la formulation punchy, d'une part, et une orientation de droite ou d'extrême droite, là où manifestement la gauche et l'extrême gauche sont un peu plus frileuses à l'égard de ce type de forme d'expression. Au début de cette rencontre, tu nous expliques que l'objectif d'un algorithme, c'est de nous faire rester le plus longtemps possible sur une plateforme. Mais dans quelle mesure un contenu d'extrême droite, anti-immigration par exemple ou raciste, dans quelle mesure ce type de contenu va-t-il me faire rester plus longtemps ? Il peut aussi entraîner chez moi un sentiment d'énervement, de distanciation ou de rejet. Alors, je reviens sur le modèle émotionnel qu'il y aurait derrière les algorithmes. Quelles émotions nous font rester plus longtemps ? Et pourquoi des émotions véhiculées par des contenus d'extrême droite nous accrocheraient plus que d'autres ? Alors, c'est une question super intéressante et dont les réponses sont au mieux hypothétiques, au pire purement spéculatives. Est-ce que les contenus de droite ou d'extrême droite nous font rester plus longtemps sur les réseaux sociaux ? Les résultats livrés par les recherches auxquelles je faisais référence il y a un instant, tendent à l'indiquer, très clairement. Ce qui permet aussi de répondre une première fois à la question que tu posais tout à l'heure, est-ce que les algorithmes sont d'extrême droite ou favorisent les contenus d'extrême droite ? La réponse est non, pas dans leur conception. En revanche, les contenus d'extrême droite conviennent davantage au fonctionnement de l'algorithme que d'autres types de contenus. Ce qui a amené notamment certains chercheurs à considérer qu'en fait les algorithmes aimaient les contenus d'extrême droite. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces contenus permettent d'établir et de coller à des profils de prévisibilité de façon plus précise, plus exacte que d'autres types de contenus. Alors, pourquoi est-ce que les contenus d'extrême droite, de droite d'abord et puis d'extrême droite, nous font rester plus longtemps en ligne que d'autres ? Encore une fois, je crois qu'il faut recomplexifier cette question en rappelant d'abord que ce n'est pas le cas pour tous les usagers. Et qu'il y a bien aujourd'hui des usagers des réseaux sociaux qui, dès qu'ils tombent sur ce type de contenu, vont s'en détourner, vont aller chercher des informations ailleurs, voire vont se déconnecter. Le but, évidemment, de l'algorithme, c'est de fournir ce type de contenu-là à quelqu'un qui est susceptible d'y répondre favorablement. Alors, est-ce que les contenus de droite menant plus vite que les contenus de gauche à des contenus d'extrême droite que les contenus de gauche ne mènent à des contenus d'extrême gauche sont plus efficaces ? Clairement, oui. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Et la recherche, en réalité, n'en sait rien non plus. On peut peut-être élaborer une série d'hypothèses. La première étant, encore une fois, celle de la connivence particulière qu'il y aurait entre nos usages
et nos comportements de spectateurs ou d'internautes sur les réseaux sociaux, d'une part, et d'autre part, la simplification ou le simplisme. Or, ce qu'on constate si on produit des analyses, soit dans le champ des sciences politiques, soit dans le champ informationnel, communicationnel ou encore rhétorique, c'est que toute une série de contenus d'extrême droite collent aujourd'hui à des thèses qui sont des thèses reposant d'abord sur l'hypersimplification. Les théories du complot en étant souvent de droite ou d'extrême droite, pas exclusivement, bien entendu, en étant un très bon exemple, puisqu'une théorie du complot, en fait, va répondre à un problème complexe par une réponse simple et unique, quoi, hein, et centralisée en quelque sorte. Et ce qu'on constate, si on produit, certaines recherches l'ont fait, des analyses un peu détaillées, encore une fois, du côté des sciences politiques, mais aussi du côté infocom ou rhétorique, ce qu'on constate, c'est que les contenus de droite et d'extrême droite ont une tendance beaucoup plus prononcée à produire des énoncés simples ou simplifiés, ou résultant d'une simplification jusqu'au simplisme d'un problème complexe. Il semblerait que cela convienne particulièrement bien à l'usage d'une quantité de personnes sur les réseaux sociaux, qui vont essayer d'aller y trouver des réponses simples. Voilà. C'est un constat qu'il faudrait sans doute remettre en rapport avec la complexification subjectivement perçue, en tout cas par une série de lecteurs, de spectateurs aujourd'hui. Mais c'est en tout cas une piste de réponse quant à la plus grande visibilité ou visibilisation et la plus grande efficacité de ce type de contenu sur certains réseaux sociaux. L'autre réponse, ou l'autre piste qu'il faudrait éventuellement explorer, mais là, ça devient vraiment très, très spéculatif, est celle du coup de la relative frilosité du discours de gauche, voire d'extrême gauche, à l'égard de constats simples, un peu punchy, etc. C'est peut-être lié notamment à une histoire, qui est celle de la gauche, qui a toujours été aussi une histoire de l'approche critique, de l'approche parfois intellectuelle des phénomènes sociaux, des productions médiatiques, approche réflexive, approche critique, approche de décortiquage, etc. Et qui a donc a priori un problème peut-être un peu plus grand avec la diffusion de thèses qui relèvent d'une simplification de nos phénomènes sociaux, politiques contemporains. Je ne suis pas en train de dire que certains annonceurs, diffuseurs de contenu de gauche ou d'extrême gauche devraient jeter par-dessus bord la complexité qui fait parfois encore la finesse de leurs analyses. Mais il faut tout de même se poser la question de la frilosité à l'égard de ce type de format de diffusion-là, vu leur importance aujourd'hui. Je crois en tout cas qu'il est devenu complètement illusoire de se dire qu'on doit résister à ce type de format. Ils sont à ce point présents dans notre vie de tous les jours, dans les comportements de milliards d'usagers qui vont s'informer à travers ce type de plateforme, que pour y renoncer, enfin, ce serait vraiment de la folie, ce serait absurde. Après, on pourra se poser la question de réseaux sociaux alternatifs. Encore une fois, on marche sur des œufs. Je ne fais que des hypothèses ici, en essayant de croiser les résultats de plusieurs recherches. Je vais prendre un autre exemple qui montre à quel point la situation est complexe aujourd'hui, mais en 2021, Twitter, dans un geste d'extrême transparence, a priori, maintenant la transparence est toujours aussi une stratégie médiatique de la part de ces opérateurs privés, mais Twitter, donc en 2021, publie les résultats d'une recherche qui a été menée sur leur algorithme. Et ils admettent que pour toute une série de pays du monde, effectivement, leur algorithme favorise la visibilité de contenus de droite et d'extrême droite. Et ils ajoutent, donc ce qui est déjà quand même un sacré acte, je vais dire, de mise à plat ou de ce qui se passe à l'intérieur de Twitter. En même temps, les réseaux sociaux ont peut-être intérêt à faire ça aujourd'hui parce que la recherche n'arrête pas de l'objectiver et ils ne peuvent pas continuer à ignorer ce type de constat. Mais la publication de ces résultats se clôture notamment par le constat de la part de la plateforme elle-même qu'ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi leur algorithme favorise la visibilité ou hyper-visibilise des contenus de droite et surtout, voire d'extrême droite. Ce qui est intéressant aussi dans les résultats de cette recherche, c'est qu'on constate que c'est par exemple massivement le cas pour un public d'usagers américains, mais presque pas le cas pour un public d'usagers allemands. Et donc là, on voit encore une fois que pour bien comprendre
comment fonctionne un algorithme et quelles seraient éventuellement les orientations idéologiques qu'il nourrit, pas dont il est l'origine, mais qu'il nourrit, que pour bien comprendre cela, il faut absolument tenir compte aujourd'hui du comportement des usagers même de la plateforme, qui sont les principaux informateurs de ces algorithmes. Ce qui permet maintenant de revenir à la question au fond, la raison pour laquelle ça fonctionne mieux du côté de la droite ou de l'extrême droite. La réponse se trouve probablement dans nos comportements sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, dans notre tendance ou notre adhésion particulière à des contenus agressifs, simplificateurs quant à certains phénomènes sociaux, politiques contemporains, peut-être liés aussi à notre attention qui n'est pas du tout la même quand nous lisons ou visionnons quelque chose sur Internet que lorsque nous lisons un livre ou que nous écoutons une interview au long cours. Tout ça pour dire que ce n'est ni la faute exclusive des réseaux sociaux, ni la faute exclusive de certains internautes. N'y a-t-il pas aussi... Non. Pour le dire autrement, nous renforcer dans nos croyances, n'est-ce pas aussi une manière de procéder pour nous maintenir sur les plateformes ? Un profil type est dressé, l'algorithme nous soumet des contenus qui valident nos impressions premières et nous nous sentons renforcés dans nos opinions, ce qui crée des émotions stimulantes pour nous. Mais tu parles aussi de l'agressivité. Est-ce que l'agressivité nous fait plus cliquer, commenter ou partager que l'altruisme, par exemple ? C'est une question, encore une fois, assez complexe parce que ça dépend du type de production dont on parle, ça dépend du type d'usager dont on parle, de leur catégorie d'âge, etc. Jusqu'ici, on a essentiellement parlé de contenus qui auraient a priori une orientation idéologique explicite, puisque les recherches auxquelles je faisais référence s'intéressaient essentiellement à ce type de production. Ce dont nous ne parlons pas du tout ici pour le moment, et bon, les recherches à ce niveau-là aussi sont un peu moins nombreuses et moins claires, mais c'est tout ce qui relève de publications a priori sans orientation idéologique ou politique particulière, ou en tout cas explicite, parce qu'après il faudrait aussi les analyser. Par exemple, tout ce qui est vidéos d'influenceurs, de youtubeurs, ou sur d'autres plateformes d'ailleurs, qui sont des vidéos récréatives, qui sont des vidéos de tips and tricks, qui sont des vidéos de fans, etc., et qui n'ont pas de contenu politique explicite, et qui marchent très 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 bien pour certains types de publics. Donc pour répondre à cette question d'émotion qui serait plus efficace pour nous maintenir en ligne, il faut vraiment poser d'autres questions qui sont celles du type de production dont on parle, du type de catégorie d'usagers dont on parle, de leur catégorie d'âge notamment, etc., etc. Ce qu'on sait depuis bien avant l'émergence des réseaux sociaux et du Web 2.0, c'est qu'un contenu sanglant, ou un contenu à orientation sexuelle, ou un contenu à orientation haineuse, fonctionne toujours mieux, se vend toujours mieux que n'importe quel autre contenu. Et ça, on le sait depuis l'apparition et l'institutionnalisation, notamment d'une presse de faits divers, quoi. Donc ça remonte à très loin en réalité, hein, avec l'apparition des premiers journaux, des premiers quotidiens, des premiers formats magazines, etc. Donc, clairement, oui, il y a des émotions, il y a certains types de productions qui suscitent certaines émotions qui seront plus efficaces, qui nous maintiendront plus longtemps en ligne, ou en tout cas qui vont attirer le regard. C'est clair que dans ce cadre-là aussi, l'altruisme, ça se vend pas très bien dans les médias, mais ça s'est jamais bien vendu, en fait. On a eu des exemples de journaux avant l'émergence du web social, qui ont essayé, par exemple, de renverser un peu la dynamique du paysage médiatique en général, en devenant des journaux de la solidarité, des journaux des bonnes nouvelles, des choses comme ça. Ça marche, mais pour une catégorie extrêmement restreinte de lectorat ou de spectateurs, quoi. Donc voilà, clairement, oui, la violence, l'agressivité, les discours haineux aussi, encore une fois, en tant qu'ils sont simplificateurs d'une série de problèmes complexes, marchent beaucoup mieux. Et disent quelque chose de notre degré d'attention quand nous nous trouvons sur les réseaux sociaux. En dehors des réseaux sociaux, les partis d'extrême droite jouent sur les peurs, les angoisses, la question de l'avenir laissé à nos enfants et l'idée d'un âge d'or perdu. Cet imaginaire vise à nous toucher dans nos émotions afin de susciter une réaction de notre part. Il y a une série de productions d'extrême droite, clairement aujourd'hui, ça c'est une dynamique encore une fois qui
n'a pas attendu les réseaux sociaux pour émerger, c'est de répondre forcément à une série de problèmes complexes par une source, une cause unique. C'est-à-dire, si ça va mal aujourd'hui ou si vous avez le sentiment que ça pourrait aller mieux, c'est qu'il y a bien un responsable, et ce responsable, il est très simple, il est facile à trouver. Et puis, on est lancé dans des discours relativement nauséabonds. Ce que je retiens, moi, de ce type de discours et de leur succès, c'est encore une fois leur dimension de simplification à l'extrême. C'est-à-dire qu'ils peuvent se consommer rapidement, qui donnent des schémas explicatifs extrêmement simples, rapides, faciles à retenir, faciles à reproduire. Or, une des principales dynamiques aujourd'hui des réseaux sociaux numériques, eh bien, celle du relais, de la reproduction. Parfois d'ailleurs de façon presque absurde, puisqu'on assiste assez régulièrement à la réapparition de certaines publications d'extrême droite, notamment sur Facebook, qui ont déjà été débunkées une dizaine de fois. Et au bout de quelques mois, elles réapparaissent comme s'il s'agissait d'un nouveau scoop. Il ne faut pas en vouloir totalement aux plateformes, il ne faut pas en vouloir totalement à nous, aux internautes. Pourtant, il y a tout de même la question de la responsabilité qui se pose. La responsabilité de ces plateformes, comme Twitter, qui essaye d'expliquer comment fonctionne son algorithme. Mais si une personne recherche des contenus haineux, si l'algorithme lui en soumet sans cesse de nouveaux, il y a quand même la question de la responsabilité vis-à-vis, alors peut-être pas de l'incitation à la haine, mais du moins de la promotion de contenus haineux par ces plateformes à des fins économiques. Alors certains chercheurs en éducation, médias ou acteurs du champ prônent aujourd'hui la transparence. C'est-à-dire qu'ils estiment que ces opérateurs privés devraient publier de façon exacte, tout à fait transparente, le fonctionnement et donc aussi les conséquences ou les effets de leurs algorithmes. Encore une fois, je crois que c'est absurde parce qu'en fait, ils pourraient publier le détail de l'algorithme que la plupart des personnes ne comprendraient pas pour autant comment cela fonctionne. Je ne suis pas convaincu que cette transparence changera quelque chose à l'efficacité et l'orientation, et donc l'orientation idéologique des algorithmes. Ce n'est pas parce que je sais, parce qu'aujourd'hui je le sais déjà, qu'en me rendant sur YouTube, j'aurai plus de chances d'être exposé à un contenu d'extrême droite qu'à un contenu d'extrême gauche, que je vais cesser d'aller sur YouTube. Nous ne sommes pas, contrairement à ce que stipule une partie de l'éducation média traditionnelle, nous ne sommes pas que des êtres rationnels et réflexifs. Ce n'est pas parce que nous savons comment cela fonctionne que nous serons immunisés contre les effets précisément de ce type de dynamique. Alors est-ce que ces plateformes ont une responsabilité morale, éthique, voire juridique ? Là encore, c'est une question qui fait vraiment débat aujourd'hui. Je pense qu'à partir du moment où nous savons que le but principal de certaines plateformes, c'est de nous maintenir en ligne et de nous exposer à un maximum de publicité, j'ai pas l'impression que leur responsabilité soit plus engagée que celle d'une chaîne de télévision privée, qui va concevoir une grande partie de sa grille programme en fonction des succès pour ce qu'elle considère comme le grand public. La responsabilité, ou la question de la responsabilité, porte donc davantage sur les effets produits et qui sont d'orientation idéologique par un algorithme qui, au point de départ, n'a pas été designé pour ces effets-là. Là, encore une fois, différentes réponses sont possibles. Personnellement, je trouve par exemple tout à fait intéressant, mais Twitter a été à cette échelle-là quasi le seul à le faire, de donner la possibilité à tout usager d'une plateforme de choisir de s'exposer ou non aux effets, aux recommandations de l'algorithme. C'est-à-dire que sur Twitter, alors c'est partiel et pas simple, mais on peut choisir d'échapper à l'algorithme et de n'être au fond soumis qu'à l'historique de visionnage. Quelque chose comme ça. Toute une série de plateformes n'ont pas fait ce pas-là, et on comprend bien pourquoi, puisqu'encore une fois, le but, c'est précisément d'être efficace et d'être particulièrement rentable via la vente de plages d'annonces publicitaires. Au niveau de la responsabilité juridique, on voit bien que dès lors qu'un des effets presque latents au point de départ de l'algorithme est de rendre plus visibles des contenus, certains tribunaux pourraient estimer aujourd'hui que la responsabilité de l'opérateur privé est engagée. Et ça s'est passé dans certains cas particulièrement visibles de youtubeurs, par exemple, ou d'abonnés, d'utilisateurs professionnels de Facebook, qui ont été bannis du réseau social en question,
parce que tout simplement ça devenait trop gros. C'est-à-dire qu'il disait des choses qui sont interdites par ailleurs, par la loi. Imaginons des propos négationnistes par exemple, pour lesquels on peut être poursuivi aujourd'hui en Belgique, qui sont donc interdits par la loi. Ils ont été bannis de la plateforme. L'effet est systématiquement le même lors de ce type de bannissement. C'est-à-dire que ces personnes, dans la plupart des cas, vont se retrouver sur des plateformes alternatives, qui, elles, sans jamais l'affirmer de cette façon-là, en se réclamant plutôt de la liberté d'expression, sont spécialisées dans les contenus d'extrême droite. C'est le cas de ce cousin au niveau de la forme et au niveau de la conception de YouTube, qui est Rumble. À chaque fois qu'un grand acteur du paysage médiatique d'orientation droite-extrême droite se fait éjecter en quelque sorte de YouTube et va vers une plateforme telle que Rumble, eh bien, des milliers d'internautes vont le suivre. Donc il y a à nouveau un effet contre-productif là du bannissement qui fait que plus on essaye d'empêcher ce type de contenu, eh bien plus on va faire en fait le succès de lieux qui sont intégralement ou quasi intégralement orientés vers la visibilisation de ce type de contenu. Est-ce que pour autant il faut les laisser faire ce qu'ils faisaient jusque-là sur des plateformes voilà, plus mainstream? Je n'en suis pas sûr. Peut-être que la vraie question de la régulation concerne davantage l'éducation qu'on peut aujourd'hui, à mon avis, améliorer drastiquement, notamment l'éducation média. L'éducation à la citoyenneté numérique. Et là, je trouve que la responsabilité des pouvoirs publics est engagée. Aujourd'hui, depuis quelques années, en tout cas, un consensus, notamment en Belgique, sur l'importance cruciale de l'éducation média, mais c'est fait que depuis des années, son entrée dans les programmes scolaires réduit à peau de chagrin. Quand on prend le pacte d'excellence et quand on voit ce qu'on y dit de l'éducation média, de la place que l'éducation média peut avoir dans la formation des futurs enseignants et dans la formation des élèves eux-mêmes, que ce, de l'école fondamentale et de l'école secondaire, c'est largement insuffisant. Or, je pense que là, il y a urgence. Donc, peut-être que, à défaut de pouvoir trouver pour le moment une réponse adéquate quant à la responsabilité d'opérateurs privés, posons-nous la question de la réaction à apporter à une réalité de fait qui est celle des réseaux sociaux numériques aujourd'hui. Et cessons de considérer qu'une heure d'éducation média de temps en temps, ou de l'éducation média un peu diluée dans un cours de géographie, d'histoire ou de français, mais qui, dans bien des cas, faute de moyens et faute de compétences, se réduit au fond à une formation technique ou à une expérimentation technique, cessons de penser que ça sera suffisant que pour répondre à ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux numériques, et qui, à mon avis, ne peut pas être empêché. Voilà. C'est un phénomène qui dépasse de toute façon toute frontière nationale, donc tout cadre législatif aussi. Par rapport à l'éducation aux médias, aurais-tu des outils, des grilles d'analyse ou des organismes ressources que tu souhaiterais nous partager ? Je vais répondre à cette question en deux temps. Premier temps, réponse classique. En Belgique, il y a toute une série d'associations, d'organisations, d'instances qui font un excellent boulot dans l'éducation média traditionnelle ou la plus largement, on va dire, instituée. On a un Conseil supérieur de l'éducation média, qui est le CESEM, qui met toute une série de ressources en ligne. On a des associations telles que Action Média Jeunes ou Média Animation qui font aussi un très très bon travail et qui offrent toute une série de ressources, notamment pour les enseignants et les acteurs de l'éducation permanente dans le domaine de l'éducation média. Je crois que ce n'est pas suffisant, ce qui se passe aujourd'hui. Et je crois notamment que l'éducation média, sous l'impulsion de certains acteurs de terrain, mais aussi de la recherche universitaire récente, est en train d'être repensée. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas, en fait, d'éduquer classiquement un internaute ou un spectateur, c'est-à-dire le rendre conscient des mécanismes qui déterminent ce qu'il va voir, comment il va le voir, etc., pour qu'il en soit en quelque sorte immunisé. On se rend compte que ça ne marche pas comme ça. Que nous avons des comportements beaucoup plus complexes avec des déterminants beaucoup plus nombreux lorsque nous visitons un réseau social, par exemple, ou lorsque nous sommes confrontés à une fake news. Et donc, il ne faut pas se satisfaire d'outils ou de kits. Je crois que dans ce domaine-là,
l'avenir de l'éducation média se trouve dans le refus de la modélisation. Je crois que ça, c'est vraiment très très important. Nous ne fonctionnons pas tous de la même façon en permanence devant certaines productions, et je crois même qu'il est illusoire de dégager une sorte de plus petit commun dénominateur à tous nos comportements. Donc, il y a d'autres facteurs qui sont en jeu, qui relèvent notamment de la rhétorique, de nos rapports au discours d'information, mais qui relèvent aussi de la psychologie, parfois extrêmement complexe. Pour ne donner qu'un exemple, comment se fait-il non seulement que nous retenons plus facilement des fake news que des informations avérées ou vérifiées, et comment se fait-il que même lorsqu'on nous a dit que telle information était vraie, que telle information était fausse, au bout d'un temps, nous nous souvenons mieux de l'information fausse, quitte à oublier qu'on nous a appris qu'elle était fausse. Voilà. Ça, ce sont des faits auxquels, je crois que ça c'est un des grands challenges de l'éducation média aujourd'hui, auxquels il va s'agir de répondre dans les prochaines années pour repenser ce que serait une véritable éducation média. En attendant, il y a un boulot vraiment formidable qui est fait par une série de structures en Belgique aujourd'hui, qui devrait d'ailleurs être revalorisé d'un point de vue financier. Je crois que ça c'est vraiment encore une fois une question de décision politique. Il y a toute une série de ressources en ligne aussi, il y a des centres de documentation. Ici à Liège, il y a notamment le centre audiovisuel de Liège, le CAV. Il y a donc pléthore de ressources, mais je crois aussi qu'il faut continuer à mener des recherches, parfois complexes, dans ce domaine et ne pas se satisfaire simplement d'une éducation à la lucidité, à la protection. On connaît ces slogans de surfer couvert, comme on disait avant, ou ne pas être dupe, cesser d'être manipulé, fact-checking, etc. Tout ça est insuffisant. Cela existe, c'est nécessaire, mais c'est insuffisant. J'ai peut-être une dernière question à te poser. Est-il possible de se passer des algorithmes? Est-ce souhaitable ou au contraire, selon toi, d'autres types d'acteurs, de gauche par exemple, devraient-ils davantage investir les réseaux sociaux pour, entre guillemets, équilibrer idéologiquement les contenus de ces plateformes? Je crois qu'il est totalement illusoire de vouloir se passer des algorithmes. Parce que si on veut se passer des algorithmes, d'un point de vue strictement pragmatique, en fait, on doit se passer les réseaux sociaux. Parce que dans le modèle médiatique, économique actuel, il n'y aurait pas de réseaux sociaux sans algorithmes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors il faut imaginer un tout autre type de réseaux sociaux, mais qui ne correspondrait donc pas à l'usage que nous en faisons aujourd'hui. Les algorithmes sont partout. Ils produisent une série d'effets. J'irais même jusqu'à dire que quand nous visitons une plateforme telle que YouTube ou que nous nous rendons sur un réseau social, en réalité, nous allons chercher des réponses produites par l'algorithme. C'est bien ça que nous allons chercher. C'est ça qui fait une partie de l'attrait de ce type de dispositif. Et donc, je crois qu'il est complètement illusoire de vouloir s'en passer. Je crois aussi qu'il est illusoire de vouloir les corriger pour éviter qu'ils contribuent à la visibilisation de contenus de droite ou d'extrême droite. Encore une fois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, parce que de toute façon, ce n'est pas leur premier objectif. Et donc, si on voulait corriger ça, en fait, il faudrait d'abord commencer à agir sur toutes les informations que l'algorithme, la machine récolte en permanence à chaque opération effectuée par un internaute. Alors, effectivement, ce qu'on a pu constater au sujet d'une sorte de connivence partielle, complexe entre les algorithmes et des contenus d'extrême droite, peut nous encourager à re-questionner la présence et le positionnement de contenus de gauche ou d'extrême gauche sur les réseaux sociaux aujourd'hui, et notamment sur des plateformes d'échange vidéo puissantes telles que YouTube. Je disais tout à l'heure qu'il faut peut-être se poser la question de la frilosité de la gauche à l'égard des médias les plus récents. Alors je suis en train de produire d'immenses généralisations aussi, mais l'occupation du terrain d'un point de vue statistique semble indiquer que la gauche a plus de scrupules à investir ce type de dispositif. Peut-être, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'elle s'inscrit dans une tradition à laquelle je tiens beaucoup par ailleurs, de la réflexion critique, du décortiquage critique, et aussi à une tradition intellectuelle qui, à certains moments, a pu se méfier d'émotions simples. Il s'agissait plutôt d'investir la raison, alors la raison pouvant nourrir une passion politique, mais la réaction épidermique, a priori, était peut-être rejetée ou associée davantage au camp de l'extrême droite. C'est-à-dire que la réaction épidermique serait nécessairement
simpliste serait nécessairement, ou lorgnerait vers l'extrême droite, apporterait nécessairement de mauvaises réponses à une situation de crise parce que les réponses trop rapides, etc. Peut-être qu'il faut repenser le rapport de la gauche et de l'extrême gauche à l'émotion, à l'élan politique, à l'enthousiasme politique. Alors, il y a un lourd passif, notamment une lourde charge mélancolique dans la passion politique de gauche et d'extrême gauche. Peut-être qu'il faut réussir aussi à ne plus se méfier finalement d'élan protestataire que la gauche ou l'extrême gauche peut parfois avoir en elle. Et c'est dire que bien la colère ou la peur, à côté de la solidarité, de l'empathie, etc., qui sont des valeurs qu'on associe davantage à la gauche ou l'extrême gauche. Donc à côté donc, de ces valeurs plus traditionnelles, plus historiques, la colère, la réaction épidermique, l'agressivité, l'engagement fort et un peu en coup de poing, peut aussi ou doit aussi être réinvesti davantage réinvesti par la gauche ou l'extrême gauche. Il n'y a pas de raison à ce stade-ci de considérer qu'une révolte sociale soit suspecte. Voilà. Je crois que ça, la gauche peut essayer d'en tenir compte plutôt que de s'en méfier systématiquement, quoi. Merci Jérémy pour ces échanges et pour toutes ces informations sur le fonctionnement des médias numériques et des réseaux sociaux. Et merci à vous pour votre écoute. C'était un podcast proposé par Popex. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et à la partager. Merci et à très vite.